Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler du pavillon d'or de Mishima. Comme la dernière fois, comme pour Kafka je crois, j'ai fait une chronique écrite que je vous invite à découvrir sur Babelio ou sur Sens Critique. À l'oral ce sera toujours un peu plus approximatif mais je vais essayer de me débrouiller quand même. Alors, de quoi parle le pavillon d'or? Franchement, je sais pas. De quoi parle le pavillon d'or? C'est un roman qui suit finalement la vie de Mizoguchi, qui est un jeune homme qui est fasciné par ce temple, qui est donc celui du pavillon d'or. Temple qui existe depuis les années 1400 si je ne me trompe pas, et qui a résisté au temps et à plusieurs incendies. Et c'est son père en fait qui lui a transmis cette fascination. D'ailleurs quand il était un peu plus vieux et qu'il l'a vu la première fois, il n'a pas trouvé la beauté que lui décrivait son père et il a donc été déçu. Mais au lieu de passer à autre chose, il semble avoir une idée fixe quand même de ce pavillon est tout le temps là comme le symbole de quelque chose et c'est ce qu'on va essayer de résoudre dans cette vidéo. En tout cas, il va être vraiment fasciné, obsédé d'une manière assez morbide par ce temple jusqu'à prendre la décision de l'incendier. Donc c'est à peu près ça, on va le suivre. C'est un jeune moine, enfin il est devenu moine entre temps, son père est mort, avec sa mère il a une relation assez ambivalente avec elle, et lors de ses études, il va brûler ce temple. Souvent, le pavillon d'or est qualifié de roman psychologique, car il est vrai qu'on suit les cheminements internes, on va dire, du personnage principal, mais je ne sais pas si moi ce serait le terme que j'emploierais parce que je trouve que le personnage se dérobe un peu à la compréhension du lecteur. On ne sait jamais parfaitement, même s'il nous dit, si derrière ce qu'il nous dit, il n'y a pas autre chose qui se cache. Et je trouve que la force du roman, c'est un peu son équivocité, et qui trouve peut-être son maximum à la fin, au moment où justement il a réussi son plan, il a donc fait brûler le pavillon, qui regarde son œuvre, et qui fume une cigarette. Et à ce moment-là, on a l'impression que le ressassement du personnage trouve enfin une sorte de réponse. Et pourtant, moi, je verrais pas ça forcément comme une libération ou comme, enfin, je sais pas, comme un avenir forcément plus lumineux pour le personnage. J'ai l'impression que c'est comme la cigarette qu'il est en train de fumer, une pensée furtive. Dans l'autre poche, ma main rencontra le paquet de cigarettes. Je me mis à fumer. Je me sentais l'âme d'un homme qui, sa tâche terminée, tire une bouffée. Je voulais vivre. En fait, en connaissant un peu la vie de Mishima ou son œuvre, ce serait difficile d'enlever tout l'aspect mortifère qu'il peut y avoir dans le personnage. En plus, soit dit en passant, le moine dont est tirée la vie, enfin, ce livre est tiré d'une histoire vraie qui est donc vraiment un moine qui était déséquilibré, qui était jeune, qui avait à peu près l'âge de Mishima au moment des faits, qui a vraiment brûlé ce pavillon d'or. C'est quant à lui suicidé réellement, donc c'est difficile de voir ça comme, enfin je veux pas dire non plus un happy end, mais en tout cas de voir cette fin comme vraiment une libération, comme une complétude. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose, que les mots vont plus loin que ce qu'ils disent. En tout cas, cette fin montre la dualité qui existe et qui est vraiment je dirais, le nerf de la guerre, qui est sur quoi repose le livre, la dualité entre le pavillon d'or et le personnage principal, où on a l'impression que l'un se nourrit de la vie de l'autre, que les deux ne peuvent pas vraiment vivre d'une manière simultanée. Si à plusieurs reprises il nous dit que c'est la beauté, donc beauté comme idéal inatteignable, comme absolu, qu'il veut atteindre en commettant son crime, en brûlant ce pavillon d'or, on peut avoir aussi l'impression que c'est la finitude qu'il essaie de faire, enfin qu'il essaie de détruire, d'abolir. En fait, le lieu, la beauté est toujours associée à quelque chose d'ineffable, à quelque chose d'éternel. Je me demande si c'est pas la désintégration, enfin la démolition, l'anéantissement qu'il fantasme n'est pas une réponse qui serait vraiment à la hauteur de cette beauté, la seule réponse possible. De l'indestructible beauté du pavillon d'or émanait une possibilité d'anéantissement. Mettant le feu au pavillon d'or, trésor national depuis les années 1890, je commettrais un acte de pure abolition, de définitif anéantissement, qui réduirait la somme de beauté créée par la main de l'homme. C'est-à-dire, soit dit en passant, le pavillon d'or, qui a été reconstruit depuis cet incendie, n'est jamais réapparu dans la liste des trésors nationaux du Japon parce que, justement, il n'a jamais été reconstruit avec les matériaux d'origine. Donc on peut dire que le moine a réussi son plan
La question c'est, si même un temple qui a réussi à traverser les siècles, qui a réussi à traverser le temps, qui a réussi à traverser même des incendies, parce que il a je crois, à subir deux incendies, quelque chose comme ça, dans les siècles passés, si ça c'est éphémère, qu'en est-il de nous? Et en fait, ce genre de questionnement sur la beauté, sur la grandeur, sur l'éternité, bah, ça pourrait un peu nous indiquer sur l'avenir réactionnaire de Mishima, la réponse qu'il apporte, enfin la manière dont il décide de cadrer son récit, ben, nous fait quand même comprendre que c'est un auteur japonais qui est quand même assez ambigu. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est quand même très transgressif. Ce genre de questionnement sur, comme je disais, de choses abstraites, il le prend et il va décider de prendre le parti finalement du pyromane, du destructeur de la beauté, quoi. En quoi ce geste est transgressif? C'est parce qu'il nous fait oublier, et même aux moines, qui oublient eux-mêmes, et donc je pense que c'est en ça qu'il y a une force dans le geste du jeune homme, nous fait oublier quand même ben, la finitude de toute chose. Donc la finitude est préfigurée à plusieurs moments dans le récit en fait, et ça montre à chaque fois la condition humaine. On le voit avec l'allégorie du chaton qui se fait décapiter par un des prieurs, je crois, enfin qui est une histoire que se raconte le narrateur avec un de ses amis, mais aussi quand Mizoguchi surprend le prieur dans le quartier des prostituées. En fait, il est vu assez régulièrement dans le livre comme un reproche, comme un rappel de la condition humaine, de ses bas instincts. Et c'est au moment justement où il surprend le prieur dans le quartier chaud, on va dire, de la ville que le roman bascule et que ça va le pousser vers son crime. D'ailleurs, en parlant de dualité, on observe aussi dans le texte une opposition entre les deux amis de Mizoguchi, Tsurukawa et Kashiwagi. Un critique sur Babelio, je crois, dit que l'un serait une sorte de génie bienveillant, le premier, et que l'autre serait plutôt un génie malveillant. Mais moi, je pense que, encore une fois, c'est une opposition entre le corps et l'esprit, entre le côté très incarné de Kashiwagi et le côté assez éthéré de Tsurukawa, je crois. Et là où le livre est fort, c'est de nous montrer la porosité entre les deux. Parce qu'à la mort de Tsurukawa, le narrateur va apprendre en fait pour les véritables raisons, et lui qui paraissait comme quelqu'un de très évanescent, de très spirituel, va être révélé dans une facette très humaine. Le texte, et c'est peut-être pour ça aussi, nous donne l'impression que les deux quartiers, celui à la fois des moines et celui des prostituées, sont côte à côte, sont presque comme des maisons mitoyennes, qu'il n'y a que ces deux lieux, et les corps de manière indifférenciée circulent de l'un à l'autre. On trouve des prostituées dans les temples, on trouve des moines justement dans les bordels. C'est une manière justement de montrer ça, de rappeler ce côté humain qui existe dans chacun, et l'hypocrisie un petit peu d'une société religieuse qui finalement va pousser le personnage vers l'isolement uniquement parce qu'elle lui renvoie le fait qu'ils sont des êtres de chair, quoi. S'il y a une fascination de la femme dans le texte, elle reste toujours hermétique. Les scènes avec les femmes sont d'un érotisme assez sophistiqué, on va dire, qui aboutit presque jamais à quelque chose de charnel. En fait, les personnages masculins ne comprennent pas les femmes. Que ce soit Kashiwagi ou notre narrateur, les deux ne voient même pas qu'ils ne sont peut-être pas... En fait, on a l'impression d'avoir leur point de vue sur leur laideur, sur leur impossibilité à trouver, à s'épanouir avec les femmes et ce genre de choses. Et en fait, quand le texte donne la parole à une femme, on voit que tout ça, c'est peut-être relativement fantasmé. Que finalement, le pied beau de Kashiwagi n'est pas plus important que ses beaux yeux, c'est ce que dira une des jeunes filles. Ce n'est pas leur handicap ou les défauts qu'ils ont qui les rabaissent aux yeux des femmes, mais plutôt leur balourdissent. Même quand il y a une ouverture qui se fait, ils ne la comprennent pas forcément. Et il y a toujours cette impression d'un féminin qui n'est jamais vraiment accessible, qui est toujours dérobé, qui est caché, alors qu'il paraît... Enfin, la narration trouve quand même l'intelligence de nous les montrer plus lisibles que ce que les personnages ont l'air de croire. Les femmes, en fait, ont quelque chose d'artificiel, mais c'est la vision des personnages masculins qui rend ça. C'est pour ça que j'ai remarqué, par exemple, qu'il y avait la répétition d'un adjectif qui vient souvent par rapport au corps, celui des femmes ou du chat de l'allégorie, c'est celui d'élastique. Ça rapporte un peu... Enfin, ça ramène toujours un peu au viscère, à l'organique, mais à quelque chose d'un peu donc, plastique, un peu artificiel. Il y a quelque chose d'étrange. D'ailleurs, les scènes érotiques sont toujours un peu étranges, sont toujours un peu hors du temps, dans un aspect de rêverie.
où les femmes, il y a toujours quelque chose, soit de lié à la mort, je pense par exemple à la mouche qui se pose sur le sein de la prostituée vers la fin, ou par exemple l'histoire du soldat qui demande à Mizoguchi, je vais y arriver, de piétiner le ventre de la prostituée qui l'accompagne, ou confus, incestueux presque avec la figure de la mère, ou le sein qui est toujours ramené un peu à sa fonction nourricière. Donc il y a toujours ce côté un peu, ouais voilà, vraiment de, je sais pas si c'est transgressif le mot, mais l'érotisme est toujours, dérive d'autre chose, quoi, dérive de la mort, dérive de la maternité, dérive pas d'un érotisme pur, quoi. Il y a toujours un peu du cul dans la mort et un peu de mort dans le cul dans ce livre, quoi. Donc comme je disais, quand il est dans un temple et que ce soldat américain lui demande de piétiner le ventre de la prostituée qui l'accompagne, il s'exécute, il ferma les yeux en gémissant. Encore, continue, encore. Mon pied de nouveau tomba. L'impression grinçante que j'avais éprouvée au premier pas fit place au second, et une joie débordante. C'est un ventre de femme, me dis-je, et voici ses seins. On apprend plus tard donc que la femme était enceinte et que ce à quoi il participe, cette sorte de scène un peu érotiquement bizarre, bah, c'est une demande d'avortement, quoi. Le soldat américain se débarrasse certainement de cet enfant bâtard qu'il ne souhaite pas avoir. Et c'est pas rare dans le livre que la notion de destruction soit toujours alliée à celle de sexualité. En fait, là on voit que justement il fait quelque chose de violent, mais il ne peut pas s'empêcher d'y voir aussi l'aspect érotique, l'aspect excitant de la scène. Il y a donc un lien indissociable entre violence et féminin, et le corps de la femme est toujours un peu détruit, et l'homme prend plaisir quand il l'est. Je veux dire, même à un moment où une femme prépare le thé avec son sein, quoi, rajoute du lait de son sein, et on apprend en fait que c'est une femme endeuillée, enfin c'est assez... Il y a tout le temps cet aspect de femme souffrante, mais je dirais, je sais pas si c'est pas quelque chose d'assez japonais après ça. Enfin dans les légendes et les choses comme ça, il me semble que le truc de la femme suppliciée, d'ailleurs je crois que c'est un titre d'un livre, c'est assez récurrent, quoi. Donc la découverte de la femme, de son corps, il y a toujours ce côté morbide, mais il y a aussi le lien entre la virginité qu'elle veut perdre et entre le pavillon d'or, donc entre le pavillon d'or et le sexe et les femmes. Et alors qu'on pourrait croire qu'au moment où il va perdre sa virginité, ça va lui passer son idée justement de brûler le pavillon d'or, ça va sonner plutôt comme une confirmation. Et encore une fois, c'est vrai qu'un récit classique justement pourrait montrer que ça lui passe, que ça l'apaise dans un sens. Si sa libido est apaisée, peut-être que sa pulsion mortifère le sera. Mais le texte, non, il nous donne des choses comme ça qui ne sont pas tout à fait explicables, des puzzles qui ne s'emboîtent pas parfaitement, et je pense que c'est là où réside sa force, la force de la littérature aussi. Donc, bref, pour résumer, si je devais être réductrice, provocatrice, je dirais que Le Pavillon d'or, c'est peut-être un des premiers romans des incels, un roman où le ressentiment et la peur, on va dire, du féminin des jeunes hommes les pousse vers l'isolement ou vers le ressassement de passion mortifère, quoi. Ou je pourrais dire aussi que c'est le livre d'un Japon qui est humilié, d'un Japon honteux d'après-guerre, d'ailleurs, qui est à genoux devant les Américains, et on peut le voir par exemple avec le personnage du soldat américain qui demande justement à Mizoguchi de piétiner cette femme, cette prostituée, qui symboliserait le Japon, donc une nation qui est humiliée, qui est à terre, quoi. Mais à mes yeux, c'est surtout un livre très sensuel, très texturé, avec une vision un peu de l'érotisme, qu'en non professionnel je dirais SM, très japonais, mais il me semble que c'est quelque chose de très japonais de mettre ce côté, de coller autant Eros et Thanatos dans ce que ça peut avoir de plus cru et organique. Donc c'est un livre que je vous recommande. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Voici le second numéro du magazine littéraire Shinichini, qui cette année s'intéresse à la critique littéraire, mais aussi à la droitisation dans le milieu éditorial, au purple washing dans les librairies, et qui propose aussi 2 interviews, dont celle de Philippe Génada, qui est cette année au Goncourt, soit dit en passant. Il est au prix de 14,90€ en format papier, 4,90€ en format PDF. Vous pouvez avoir toutes les informations en barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté.